Philippe, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire un petit peu qui tu es? Je suis prospectiviste, Ok. donc je m'occupe du futur, je m'intéresse au futur, et pour cela, je m'intéresse par une méthode des signaux faibles, c'est-à-dire je capte des signaux faibles, c'est-à-dire j'essaye de lire le futur dans le présent, c'est-à-dire que le présent m'aide à comprendre avec encore plus de force ce que va être le futur. C'est clair. Alors, tu disais que tu captais des signaux faibles. Tu fais comment pour les capter? Alors, j'ai pris bien sûr des signaux faibles de ces jours-ci relatifs à la mode dans l'un de mes journaux favoris qui est Les Échos. D'accord. C'est pas un journal peut-être très bandant, très rigolo, mais bon. Voilà un article. Donc, c'est PwC qui n'auditera plus les comptes de Boohoo. Personnellement, je ne connais pas Boohoo, mais je pense que tout le public qui regarde ces jours connaissent Boohoo. Ça fait 6 ans qu'il faisait l'audit de cette entreprise. Il ne l'audite plus. Il refuse de l'auditer maintenant parce que il y a un défaut de gouvernance, en particulier de la chaîne d'approvisionnement de Boohoo, qui a été inadéquate pendant de nombreuses années. Alors, ça, entre guillemets, ça veut dire que ça ne va vraiment pas. La manière dont on suit la fabrication des produits, etc. Alors, on peut se dire, tiens, mais c'est complètement anecdotique. Ça, c'est une information qui date du 19 octobre, il y a très longtemps. D'accord. Une autre information qui date d'il y a encore moins longtemps, 21 octobre. D'accord. Je vois les titres. Au Royaume-Uni, les entreprises cotées pourraient bientôt devoir publier leurs risques climatiques. Alors, on ne le fait pas en France, mais ça rejoint ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire qu'on demande aux entreprises d'écrire comment la firme supervise la gestion de ces risques, dans quelle mesure sa stratégie résisterait à différents scénarios de température, quelles seront les procédures de gestion du risque climatique et quelles seront les performances de celles-ci au regard de leurs objectifs. On peut se dire, chez nous, ça ne nous concerne pas. Malheureusement, ce qui se fait au Royaume-Uni ou aux États-Unis précède ce qui va se passer en France. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir ce qu'une entreprise, un fabricant, un distributeur, un créateur fait D'accord. par rapport au risque climatique. Et ça rentre dans le fonctionnement de l'entreprise, puisqu'on dit ici un peu plus loin, aujourd'hui, 77 entreprises du FTSE se targuent de l'avoir appliqué. Donc tout à coup, là, ce qu'on appelle un petit peu la RSE, etc., devient important Philippe, au niveau du fonctionnement d'entreprise. Philippe, si je peux juste interrompre, peut-être préciser que le FTSE, c'est comme le CAC 40, mais en Angleterre. Voilà, exactement, c'est le CAC Voilà. 40. Tout à coup, les boîtes, on leur demande, mais qu'est-ce que vous faites? Et quand on commence avec le CAC 40, ben ensuite, on a les 250 autres entreprises cotées qui suivent, etc. Donc, on est sur un mouvement, vous voyez, ces mouvements très lents, enfin très lents et en même temps très rapides, là, qui concernent les entreprises de mode, de textile, de distribution. J'en ai un autre, vous l'avez Vas-y. vu, un autre signal faible, 21 octobre, c'est pas très vieux non plus, l'élevage de visons. On se rend compte, là, en disant ça, certaines marques ont renoncé d'utiliser la fourrure comme Gucci, Prada, Versace ou Chanel. LVMH trouve une autre astuce, etc. Bon, on voit que les animaux vivants... Alors, quand j'ai vu ça, le vison, je me suis dit, mais alors, il y a des gens tellement tordus qui vont être contre la laine. Ben, j'étais pas faux. Et la dernière ligne de l'article, l'association PETA a de fait relancé son offensive contre la laine avec récemment pour cible l'Australie, premier producteur mondial. Et ce qu'on se dit, c'est ça les signaux faibles cachés, ce qu'on se dit, mais c'est pas possible quand même, on va pas nous condamner de la laine, ben si, c'est en train de se faire. Et là, moi, je me dis, et le cri de la carotte contre la coupe, qu'est-ce que ça fait? Ben oui, le cri de la carotte. Voilà une entreprise qui s'appelle Ecocel, donc ça continue, c'est toujours du 21 octobre, qui fabrique des collections de léopards, de panthères et même de buffles D'accord. avec du textile artificiel. Et ils vont s'orienter de plus en plus, parce que c'est nécessaire, sur la fibre de maïs ou autre. Mais le cri de la fibre de maïs, alors c'est idiot, mais on peut se dire qu'à un moment, il y a des gens qui poseront cette question.
C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment le prix de la carotte qui nous fait mal au ventre, et comme un arbre qu'il ne faut plus abattre parce que c'est du bois mort, est-ce qu'on peut se poser cette question sur le végétal? Alors, il y a des choses comme ça qui peuvent paraître loin de nous, et quand ça nous tombe dessus, on se dit, ben zut. Eh bien, en matière de prospective, lire cet article et le laisser dans un petit coin de sa pensée, ben, c'est peut-être pas mal, parce que ça peut arriver un jour. Et les signaux faibles, ben voilà, ils sont multiples. Autre signal faible que j'ai lu hier, c'était la politique commune agricole. Alors on dit, franchement, la PAC, que ça vient de faire dans la mode, hein. Ben, on développe maintenant des éco-régimes, c'est-à-dire qu'on a vraiment une agriculture qui doit devenir de plus en plus raisonnée au niveau de l'ensemble de l'Europe, et des transformations ont été faites pour que les pays soient un peu plus responsables d'eux-mêmes, et non plus qu'il y ait une politique commune cohérente sur l'ensemble des productions. Donc c'est un curieux changement, mais comme on voit qu'on va avoir de plus en plus des productions locales, du lin, de la laine, du coton en Ariège, etc., on voit qu'il y a des orientations écologiques dans la politique agricole commune qui vont être votées, et s'ils sont votés, ils sont appliqués peut-être à partir du 1er janvier 2023, mais pour 7 ans. Ça paraît loin tout cela, mais ça va très vite. Alors, justement, si j'ai bien compris, donc tu identifies des signaux faibles, et après, effectivement, ton travail, c'est de dire si ça va arriver d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Est-ce que c'est, alors, peut-être pas non plus voyant, mais vraiment, c'est de se dire comment, une fois que tu as identifié ça, comment tu fais, comment tu travailles avec tes clients, quelles pistes tu donnes? Comment ça se passe? Alors, il y a ces signaux faibles, et puis j'ajoute des sortes de signaux permanents. Et puis je reviendrai à la question. Quand tu veux. Pour moi, par exemple, il y a 3 mots qui sont fondamentaux aujourd'hui. C'est le savoir, le temps et la santé. Le savoir est de plus en plus large avec cette bestiole. Le temps, nous sommes, et j'entendais ce que disait le dernier intervenant, nous sommes de plus en plus avares de notre temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va de moins en moins dans les magasins, dans les centres commerciaux. Les 35 heures, ça a été une démonstration d'utilisation de notre temps pour nous-mêmes, en dehors du travail, etc. Enfin bref, le temps, nous l'utilisons très différemment. Et puis la santé, c'est un élément qui est certainement ce qui a le plus changé ces 50 dernières années. Et la crise de la Covid aujourd'hui, c'est un élément permanent. Donc, par rapport à ces signaux permanents, savoir temps, santé, et puis il y en a d'autres, et pas voir par rapport à ces signaux faibles, j'ajoute des informations qui me semblent typiques du marché concerné. Comme aujourd'hui, on parle de la mode. Et tout cela se met en branle et ensuite m'oblige à imaginer le futur avec des futurs contrastés et complètement opposés. Je ne peux pas dire à une entreprise, votre futur, c'est ça. Ça, c'est des devins qui font ça. Okay. Je fournis à une entreprise plusieurs hypothèses de futur qui peuvent être apparemment même contradictoires, totalement contradictoires, mais qui sont nécessaires pour sa propre réflexion. Ce n'est pas moi, prospectiviste, qui vais lui dire ce qui va se passer. C'est l'entreprise, au travers de l'éventail de la prospective, qui va dire, moi, stratégiquement, voilà mon choix. La prospective, elle ouvre, la stratégie, elle ferme. En gros, c'est un petit peu ça qui se passe. Parfait. Alors, juste dans le chat, on a pas mal de réactions, mais plus sur le côté vegan. Peut-être que préciser tes propos, de dire que, en fait, toi, tu fais une analyse de signaux faibles et que c'est vraiment pour créer des scénarios, créer des possibilités. Parce qu'effectivement, dans les questions, il y a par exemple Martine qui dit « Le problème de base n'était pas de vivre avec des œillères, votre force n'était pas d'avoir une vue à 360 degrés. » Moi, je pense qu'effectivement, ce que tu as dit, c'était un exemple, en fait, qui t'a appliqué à la mode et comment après tu le travailles, en fait. Quel scénario tu peux faire. C'est bien ça? Oui. Alors, la vue à 360 degrés, elle est importante parce qu'on ne peut pas l'ignorer.
comme on ne peut pas ignorer, si j'ai bien compris, l'univers vegan, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que j'ai fait récemment une intervention, et peu importe le domaine, et pour la première fois, quelqu'un m'a dit, mais écoutez, vous vous trompez totalement, le monde tel qu'il est, s'il continue comme ça, va dans le mur, etc., il faut tout changer. Il faut vraiment arrêter tout ce qui pollue le monde, etc. Bon, c'est tout à fait exact. Sauf qu'il y en a qui disent on a 5 ans pour tout corriger, et d'autres qui disent on a 30 ans pour tout corriger. Dans l'information du jour aussi, la Convention citoyenne contre le climat est allée visiter l'usine Safran et s'est rendu compte que Safran, ça fait 10 ou 15 ans qu'ils travaillent sur le fait que les avions doivent moins consommer d'énergie. Donc, le 360 degrés est important parce que rien n'est certain. Pour prendre un exemple très simple, aujourd'hui, moi je vois 2 grosses générations qui se développent. La génération Greta et la génération Instagram. Alors peut-être que les deux peuvent se croiser, mais bon, caricaturons-les. La génération Greta, elle dit on en a marre de ce monde consumériste, on veut aller vers des valeurs sûres, naturelles, la brique, la laine, le lin, des matériaux nobles, etc., non issus de l'animal, etc. Et ça représente un nombre très important de personnes, très important. Et c'est croissant. Et puis, il y a la génération Instagram. La génération Instagram, on la connaît, enfin, je dis Instagram, on peut dire d'autres Snap, etc., qui marche d'ailleurs mieux maintenant, on peut dire, bon, ben voilà, on met sa photo et on se fait photographier avec la robe qu'on a dessinée, le plat cuisiné qu'on aime manger, etc. Et ça aussi, ça se développe. Et c'est incontestable. Est-ce que l'une a tort et l'autre a raison? Non. Les deux ont raison. Les deux sont compatibles. Sauf que le monde qui avance fait un petit peu changer les choses. Donc, on doit respecter les deux. Alors, l'entreprise, elle, ou le créateur, lui, ou la créatrice, bien sûr, fera son choix. Moi, je préfère ça. Et il avancera vers ce choix-là. Donc, oui, la prospective, elle est à 360 degrés et l'entreprise fait son choix. Très clair. Quand tu parles de prospective, moi j'avais lu il y a quelques années le livre de Nat Silver, qui est aux États-Unis, en fait, sur les élections présidentielles, pour savoir effectivement ce qu'on appelle les caucus, pour chaque État, qui allait être élu au niveau des présidents américains. Il avait créé un modèle mathématique par rapport à ça. En fait, il captait des signaux faibles, et après, il faisait travailler derrière un algorithme de prédiction. Aujourd'hui, moi, je présuppose que tu ne fais pas travailler d'algorithme, mais il y a pas mal d'entreprises technologiques qui aujourd'hui vont faire des prédictions au sens propre du terme, en créant ces algorithmes, que ce soit sur Instagram, comme tu viens de dire tout à l'heure, en captant des données, en fait. Aujourd'hui, par rapport au travail que tu fais, comment ça se coordonne, comment ça se complète, en fait? L'intelligence artificielle, bon, si on veut l'appeler comme ça, pour moi, l'intelligence, elle ne peut pas être artificielle. Enfin, c'est un mot qui a été créé en 1954, mais peu importe. La data, elle aide à comprendre le passé. Et en matière de mode, moi j'ai été frappé, vous êtes sans doute plus au courant, par cette usine pilote qui est en train de construire Alibaba, qui va analyser les ventes au moment même où elles se font et qui va être capable de dire voilà ce que les consommateurs veulent acheter, voilà la tendance de la consommation des consommateurs, et il s'adresse aux PME en disant nous on peut vous fabriquer vos produits immédiatement. Donc on sait que ces produits-là sont achetés et grâce à notre data, on va connaître ce qu'ils veulent, ce que les gens veulent, on va dessiner les produits et à côté, faire fabriquer les produits directement dans l'usine. Ça, c'est l'intelligence artificielle.
elle travaille sur le passé. Le créateur, lui, en fait, il travaille sur son intuition, sur l'impalpable, il travaille sur le futur, il travaille sur quelque chose d'autre. Le créateur, lui, il apporte la liberté créatrice. Et ces deux choses sont compatibles, c'est-à-dire c'est vrai que tout ce qui est la data, les algorithmes, etc., nous aident à comprendre, c'est l'exemple que tu donnais sur les élections présidentielles, nous aident à comprendre ce qui se passait. Ils nous aident à comprendre ce qui s'est passé. Donc, ils nous aident à poursuivre, à faire de la tendance. Or, on est dans un monde où les ruptures sont de plus en plus rapides. Et c'est là où il y a la place au créateur. C'est-à-dire le créateur, lui, il sent les choses, il crée les choses et il les ressort, il fait son produit. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'était hyper intéressant et justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire sur ces temps incertains et sur ce qu'on appelle effectivement la théorie du chaos. On présuppose, pour être prospectiviste, moi je pense qu'il faudrait qu'on ait une espèce de linéarité. Et là, aujourd'hui, effectivement, on est sur des ruptures. On l'a vu avec la Covid, on l'a vu récemment avec l'attentat. Aujourd'hui, face à un temps extrêmement incertain, comment toi, tu adaptes ton travail, comment tu adaptes effectivement cette sensibilité, cette intuition que tu as par rapport à tes clients. Et des gens, on l'a vu au moment effectivement de la Covid, on a ressorti la vidéo de Bill Gates qui mettait déjà en alerte il y a quelques années, cette fameuse vidéo que tout le monde a vue, sur un risque d'un virus, d'une pandémie. Il a eu raison avant tout le monde. Et voilà, comment aujourd'hui, toi, tu t'adaptes par rapport à ça? Alors, par rapport à ce qu'avait fait Bill Gates, moi, j'ai fait une liste de 10 catastrophes qui peuvent arriver. 10 catastrophes peuvent arriver comme des catastrophes naturelles, d'ailleurs, comme l'explosion de différents volcans simultanément dans le monde entier, D'accord. aux Philippines, en Irlande, etc. Ça s'est passé en 1987. Ça a fait noircir le ciel de France pendant 2 ans, ça a fait pourrir les récoltes sur pied et ça a abouti à la révolution de 89. Donc, et on en a 10 comme ça. Enfin, moi, j'en imagine 10 qui peuvent arriver, comme un impact sur les, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur les satellites, qui fait que tout à coup, les communications de l'ensemble des satellites s'arrêtent. C'est tout à fait possible. C'est que il y a quelqu'un qui écrit régulièrement dans les Échos et qui est catastrophiste, je crois qu'il s'appelle Roubini. Il pense toujours à une catastrophe. Et forcément, un jour, il a raison. Donc oui, c'est vrai, on peut avoir raison un jour. Non, cette époque de la Covid, ce qu'on est en train de vivre, et en plus ce qu'on est en train de revivre maintenant par cette espèce de reconfinement caché, enfin bon, peu importe, on vit quotidiennement le futur. C'est-à-dire qu'on a une accélération incroyable de notre monde. Je viens de lire le patron de Jeff de Bruges qui dit, moi, en 6 mois, j'ai dû faire un site internet et le résoudre, ce que je fais d'habitude en 15 ans, en 15 mois. Je crois je trouve que les 6 mois sont très lents par rapport à l'époque d'aujourd'hui. Oui, et les 15 mois, il est optimiste en disant ça, il aurait pris 2 ans. Donc on nous demande aujourd'hui, mais d'aller beaucoup plus vite. L'une des boîtes les plus extraordinaires aujourd'hui en France, elle s'appelle Miracle. C'est un nom très joli, Miracle. C'est une boîte qui est devenue une licorne et qui crée des marketplaces dans le monde entier. Elle fait 40% de son chiffre aux États-Unis, 40% en Europe et 20% en Asie. Donc, c'est les gens qui se disent, mais il faut absolument que j'ai une marketplace sur mon site internet, et eux viennent avec une marketplace toute faite. Donc, on est aujourd'hui dans le futur. J'avais l'habitude de diviser les entreprises en 3 catégories, celles qui ont les 2 pieds dans le présent, celles qui ont un pied dans le futur et celles qui ont le pied et la tête dans le futur. Aujourd'hui, il faut avoir le pied et la tête dans le futur. On ne peut pas vivre sur ce qui fut. Ce qui fut a été, s'est enterré. Par rapport à ce qui nous attend, j'avais écrit quelques textes au mois de novembre, avant la Covid, sur les années 20, les années folles de 1920. Ouais. Et j'en avais fait d'ailleurs un TEDx où j'avais parlé de cette époque en disant
On a eu la guerre 14-18, avec, je crois, 8 millions de morts. On a eu la grippe espagnole, 18-19, avec, je ne sais plus si c'est 30 à 60 millions de morts dans le monde entier. Et les années 20 ont été des années extraordinaires de créativité. Pas partout, on va éliminer l'Allemagne sur le coup, mais au niveau de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, on a développé le cinéma, on a développé la radio, on a développé des nouveaux arts, etc. Je ne suis pas certain que demain, ce ne soit pas le cas. Lorsqu'on vit quelque chose qui nous enferme autant, qui nous contraint autant, comme la Covid qui risque de se terminer, soyons honnêtes, les Jeux Olympiques de 2020 qui doivent avoir lieu en 2021 n'auront certainement pas lieu. Donc, cette crise de la Covid, elle va se terminer dans un an à peu près. Le vaccin, il est bon pour mars-avril. On doit vacciner 4 milliards de personnes. Une usine, c'est 50 millions de doses. Les nouvelles usines, c'est 200 millions si on y arrive, ou 250 millions. Ça va prendre un temps fou. Mais il est possible qu'après cette contrainte très forte, tout explose de manière très créative et on ait un nouveau monde qui apparaisse. Alors, si je dis ça, il y a peut-être des gens qui vont dire « mais Philippe, il est tombé sur la tête ». Oui, d'autres vont dire « ah ben, ça fait du bien d'entendre Philippe ». Les deux ont raison. Je suis peut-être tombé sur la tête et ça fait du bien. Donc, le monde de demain, il est là-dedans, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. Et avec les premières interventions que tu as eues sur le chat en parlant des véganes, peut-être que ce côté-là va s'accélérer de manière terrible, mais de manière positive, pas de manière contrainte. C'est-à-dire qu'on va le positiver, d'une manière ou d'une autre, on va trouver des solutions qui font que notre monde sera meilleur. Ce qui n'est pas évident parce qu'on a acquis des habitudes. C'est l'histoire aussi des générations Z, cette génération Greta Thunberg et régénération Instagram. Quand elle est née, il y avait Internet. Elle n'imagine pas le monde sans Internet. Voilà, il y a plein de questions qui se posent comme ça sur le futur. Alors, Philippe, pour te rassurer, il y a Sidonie qui dit « oui, ça fait du bien ». Merci. Voilà, c'est déjà pas mal. Et pour rebondir par rapport à ton exemple sur les années 20, pour moi, un exemple personnel, il y a quelques années, j'ai vécu en Espagne et il me racontait qu'à la fin du franquisme, donc les années 80, il y a eu la movida, donc une espèce de liberté créative extrêmement forte en Espagne. Et on peut le voir dans les films d'Almodovar, et ça a vraiment été ça. Et donc effectivement, pour moi, ça fait écho exactement à ce que tu dis. Alors, il va nous rester 3-4 minutes en fait. C'est quoi tes intuitions? C'est quoi ton sentiment sur ce qui va se passer dans ces prochains mois en fait? Qu'est-ce que tu as noté comme signaux faibles qui pourraient nous intéresser? Voilà. Il y a beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas des signaux faibles, c'est des signaux très forts. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent, mais je reviens à cet univers vegan ou la collapsologie. Oui, il y a ce côté-là. Oui, il y a, et c'est les exemples que je donnais tout à l'heure d'articles que j'ai vus, il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire là-dessus. Et on ne peut pas imaginer le monde sans cela. Et par rapport à la mode, je dirais, par rapport à l'exemple que je donnais d'Alibaba, je ne sais pas s'il est tout à fait exact et si je l'ai bien compris, mais je crois que c'est un petit peu ça, c'est la fin de la mode. En fait, la mode avec ses saisons, on avait les collections printemps, été, automne, hiver. D'abord, avant, il y avait 2 saisons par an, il y en a 4, et puis maintenant, il y en a 8, et puis on prend des capsules, des intersaisons, etc. Ben ça, par exemple, c'est peut-être terminé. C'est peut-être complètement terminé. C'est-à-dire qu'en réalité, il y aura ces grosses machines à data qui vont faire des collections en surfant sur les tendances. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, il y a des créateurs qui vont sortir des choses, qui vont créer parce qu'ils représentent une évasion, ou bien à la Greta, c'est-à-dire des vêtements permanents qu'on va garder longtemps, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis d'autres qui vont créer des collections à l'Instagram, à la Kardashian, 1 milliard de dollars sur Instagram ou autre. On est là-dedans. On est là-dedans dans l'immédiat. Il y a des choses qui sont impactantes
pour nous, quand je dis pour nous, c'est pour les industriels de la mode, les créateurs de la mode, c'est les transports doux et la marche. Aujourd'hui, la marche est l'activité de déplacement qui se développe le plus. Et quand on marche, ben, ma foi, on a un problème de statut debout, on a un problème de transpiration, on ne s'habille pas de la même manière comme quand on marche, etc. On va voir le télétravail. Tout ça, alors c'est pas de la prospective pure, mais c'est des choses qui montrent qu'il faut réfléchir à ça. Quand on fait du vélo, qu'on est plié en deux, etc., on va fonctionner différemment en matière de cosmétiques, en matière de maquillage, en matière de vêtements. Il y a des vêtements dont on va réfléchir encore plus qu'avant sur la technicité. Bien sûr, là, on est à l'encontre des produits de purs produits comme le coton, la laine, etc. Mais la technicité qui va absorber la transpiration. Et puis, on aura la 5G qui va arriver, des capteurs solaires qui vont être beaucoup plus intégrés. Il y a plein de choses qui vont se développer. Il y a la voiture autonome, les transports autonomes. Alors, la France, elle est un petit peu contre la 5G, mais objectivement, on est seul. Alors, on est seul. Il y a des gens qui sont contre, mais l'économie va sur la 5G et ça va apporter des nouveautés, à réfléchir des produits, à réfléchir des technicités. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le monde vegan et la technologie. Il n'y a pas d'incompatibilité parce que quand on dit ça consomme plus, oui, ça consomme plus, le numérique consomme plus, la climatisation consomme autant que le numérique et la croissance de la climatisation est supérieure à celle du numérique. Mais ça, on n'en parle pas. Donc, on est dans un monde où l'irrationnel existe toujours, et ça, c'est rassurant qu'on est dans cet irrationnel. Et l'irrationnel, ben, dans le fond, c'est aussi le travail des créateurs, de la mode, etc. Enfin, de la mode, en tout cas des nouveaux produits. Voilà, c'est tout cela qui se mélange dans le monde à venir. Super. On va prendre juste une dernière question dans le chat, en fait. Donc, c'est Alessandra qui demande comment sensibiliser le changement aux plus hauts responsables politiques et économiques. Alors, la question était un peu longue, j'ai réduit. Hein. J'ai juste pris la dernière question. Moi, c'est ce que je rencontre comme plus grande difficulté quand je parle de prospective. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et si la tête n'est pas convaincue de prospective, on a beau s'agiter derrière, ça ne marche pas du tout. Et alors, c'est pour cela, je reprends Greta Thunberg, c'est pour cela que ces mouvements aujourd'hui sont importants. Même s'ils nous dérangent profondément, pour certains en tout cas, des mouvements représentés par les réseaux sociaux, on en a parlé aujourd'hui, ils sont dangereux dans certains cas, mais ces mouvements, s'ils ne sont pas dangereux, ils sont importants et font prendre conscience à la tête qu'il y a des choses à prendre en compte. On est dans une nouvelle démocratie. Ça ne peut pas être non plus le plus grand nombre qui fait la loi. Ça doit être aussi des dirigeants qui font la loi. Pour prendre un exemple très simple, De Gaulle, le 17 juin, si on avait dû faire un référendum, il aurait été tout de suite en prison. Donc, on est dans ce monde-là. Les nouveaux produits ne sont pas des produits votés par le public a priori. Ils sont acceptés a posteriori. Donc, la créativité, moi j'ai 3 mots-clés. Cure-cri, c'est mon mot-clé. C'est curiosité, créativité et critique. Et ces 3 mots-là, il faut les avoir en tête. Parfait, Philippe. Merci beaucoup.